Bienvenue sur Monde Multipolaire. Aujourd'hui, nous allons réagir en direct à un reportage de LCI, la chaîne française d'information en continu, diffusé ce 7 juin 2026, alors que l'Iran et Israël viennent d'échanger des frappes pour la première fois depuis le cessez-le-feu du 8 avril. D'emblée, le présentateur de LCI qualifie les images iraniennes de, je cite, « images de propagande ». Voilà un choix éditorial révélateur, mais attendez, voyons ce que dit la presse anglophone, celle qu'on ne peut pas accuser d'être pro-iranienne. L'Associated Press, dans un article publié hier soir, confirme qu'Iran a bien lancé plusieurs salves de missiles en direction d'Israël, en réponse directe à une frappe israélienne sur la banlieue sud de Beyrouth. Ce n'est pas de la propagande, c'est un fait documenté par des agences de presse occidentales. LCI présente l'Iran comme l'agresseur. Mais voici ce que rapporte PBS NewsHour, une source américaine de référence absolument incontestable. C'est bien Israël qui a frappé en premier, visant un immeuble résidentiel dans le sud de Beyrouth, tuant 2 personnes et en blessant 20 autres, selon le ministère libanais de la Santé. Et cela, quelques jours seulement après que le gouvernement libanais et israélien avaient accepté un cessez-le-feu lors de pourparlers organisés sous l'égide de Washington. L'Iran avait prévenu, publiquement, clairement et à plusieurs reprises. Toujours selon PBS NewsHour, Téhéran avait averti qu'une attaque sur Beyrouth entraînerait une reprise de la guerre à grande échelle. Alors, qui a appuyé sur la gâchette en premier? Les faits répondent d'eux-mêmes. LCI évoque rapidement l'appel de Donald Trump à Benjamin Netanyahou pour lui demander de ne pas riposter, mais la journaliste du plateau minimise cela, suggérant que Netanyahou voulait sûrement montrer qu'il n'est pas vassalisé. Permettez-moi de vous présenter ce que disent les sources américaines directes. Le Financial Times, journal économique britannique incontournable, rapporte que Trump a déclaré, et je cite dans sa version traduite, « Il n'aura pas le choix, je donne les ordres. Je donne tous les ordres. Ce n'est pas lui qui décide. » Voilà le fond réel de la relation Washington-Tel Aviv. Bien loin de l'image d'un allié souverain que LCI tente de projeter, et selon Axios, Netanyahou aurait pseudo-accepté la demande de Trump de ne pas riposter. La riposte a quand même eu lieu, ce qui prouve que l'État hébreu poursuit ses propres objectifs de guerre, parfois en contradiction directe avec son principal fournisseur d'armes. Nous allons regarder la suite du reportage ensemble. Restez bien avec nous sur Monde Multipolaire. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de partager cette analyse. Nous revenons dans un instant avec la réaction complète. Depuis hier après-midi, c'est l'escalade. Les images que vous voyez en ce moment sur votre écran sont des images de propagande iranienne, des missiles tirés, lancés par Téhéran sur Israël, parce que les Iraniens considèrent que les Israéliens ont franchi, je cite, une ligne rouge en bombardant le sud de Beyrouth. Ça, c'est ce qui s'est passé hier. Et depuis, dans la nuit qui vient de s'écouler, eh bien, les Israéliens ont tiré aussi des missiles, ont bombardé l'Iran. Est-ce le retour de la guerre à grande échelle? En tous les cas, les Israéliens sont à nouveau dans cette position où ils sont pris pour cible. Les abris sont rouverts, les écoles sont fermées. Ça, c'est la situation en Israël où nous rejoignons Betsabé Salem. Bonjour Betsabé, vous êtes notre correspondante sur place. Quelle est la situation au moment où nous nous parlons? Oui, c'est tout à fait ça, David, le retour finalement de la guerre en l'espace de quelques minutes, puisque depuis tôt ce matin, les sirènes ont retenti à de nombreuses reprises à Tel Aviv et dans d'autres villes du pays. Toutes les régions ont été touchées avec de très fortes explosions qu'on a pu apercevoir et entendre au loin dans le ciel depuis Tel Aviv, depuis Jérusalem et dans une large moitié nord. Il faut souligner que les Houthis, aussi proxy de l'Iran au Yémen, ont eux aussi tiré un missile en direction de Tel Aviv. Donc une situation très précaire. Tout le monde se demande ici combien de temps va durer cette nouvelle guerre. Est-ce que l'on assiste à une véritable escalade? Et bien sûr, à la fois la population et l'armée sont en alerte ici.
beaucoup. Betsa Bessalem, notre correspondante en Israël, nous reviendrons vous voir dans un instant, évidemment. Avec moi ce matin pour animer cette émission, Grégory Phillips. Bonjour Grégory. Le chef du service international sur LCI, Valérie Nataf. Bonjour Valérie. Bonjour. Heureux de vous avoir sur le plateau, chère Valérie. Et puis j'accueille l'amiral Alain de Dainville. Bonjour amiral. Bonjour monsieur. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes ancien chef d'état-major de la Marine nationale. Vous allez tous les trois pouvoir éclairer la situation avec cette question qui prédomine, Grégory. Est-ce que c'est le retour de la guerre à grande échelle au Moyen-Orient? Cette question, nous nous la poserons après le rappel des faits. Bonjour Laura Pouget. Bonjour David. Comment est-ce que cette escalade a commencé? Tout a commencé hier soir, David. L'Iran envoie 2 vagues de missiles sur l'État hébreu en réponse aux frappes de l'après-midi sur la banlieue de Beyrouth. Les voici, ces missiles, dans le ciel israélien. Les alertes retentissent dans plusieurs grandes villes du pays, mais selon l'armée, ils sont tous interceptés. Dans la foulée, aux États-Unis, Donald Trump confie à un journaliste du média Axios qu'il va appeler Benyamin Netanyahou pour lui dire de ne pas riposter. Nous sommes très proches d'un accord final avec l'Iran, précise-t-il. Je ne veux pas qu'il saute. D'après les informations de la presse américaine, cet appel a bien lieu, mais il n'empêche pas la riposte. En pleine nuit, Israël frappe le centre et l'ouest de l'Iran. Des explosions sont entendues à Téhéran, Tabriz et Ispahan. Et l'escalade dont nous parlons a continué ce matin. Tout à fait, David. Ce matin à l'aube, Jérusalem et Tel Aviv se sont réveillés au son des sirènes d'alerte. Écoutez. Plusieurs salves de missiles sont tirées sur l'État hébreu, à la fois vers le nord, vers le centre et vers le sud, avec en plus des missiles iraniens. Regardez, au moins un missile tiré par les Houthis du Yémen. Les gardiens de la révolution disent, eux, avoir visé 2 bases aériennes israéliennes, celles de Nevatim et Tel Nof, les 2 que vous voyez ici marquées sur ma carte. Quant à Israël, de son côté a de nouveau frappé l'Iran dans la matinée, visant notamment un site pétrochimique, le site de Machar, au sud-ouest du pays. Vous voyez sur ces images une épaisse fumée qui s'en échappe. L'installation est endommagée. Merci beaucoup Laura Pouget. Avant d'ouvrir la conversation sur ce qu'il faut comprendre des événements que nous venons de vous relater, Grégory, peut-être quelques éléments factuels encore avec vous pour nos téléspectateurs. J'ai vu que les Israéliens disaient avoir intercepté tous les missiles qui venaient vers leur territoire. Oui, a priori. Alors on va voir dans les prochaines heures si on découvre des dégâts ou des missiles qui auraient touché leur cible. Mais a priori, tous les missiles ont été interceptés par le dôme de fer. On parle de plusieurs salves. Laura l'a très bien décrite. Combien précisément? On n'a pas encore cette précision. 4 ou 5. 4 ou 5 salves distinctes. Avec sans doute des missiles Khorramshahr 4, qui est l'un des plus gros missiles iraniens. Ça veut dire quoi plus gros? C'est-à-dire qu'il est porteur de plusieurs têtes qui se dispersent? Exactement, plus rapide, avec une portée de 2000 à 2500 km. D'accord. Donc ce sont dans l'éventail iranien, c'est ce qu'ils ont de plus puissant. Ce sont ceux, Grégory, corrigez-moi si je me trompe, amiral, n'hésitez pas aussi à nous dire, qui à la fin de la période de la première phase de conflit, c'est-à-dire avant le cessez-le-feu d'avril, qui touchaient. Ce sont ceux qui régulièrement touchaient au sol les villes israéliennes. Est-ce que c'est bien cela? Oui, alors avec une petite différence. Oui. Mais le général, évidemment, s'y connaît beaucoup mieux que moi. Amiral. L'amiral, pardon, excusez-moi. Oui, allez-y, Greg. C'est qu'il n'y a pas eu de saturation du ciel israélien dans ces différentes vagues, puisqu'on voit que le dôme de fer a fonctionné. Amiral, regardez ces images qui nous viennent d'Iran, pardon. Ce sont des images de célébration dans les rues. Alors on les voit pas, là voilà. Ce sont des images de célébration dans les rues alors que dans le ciel iranien partent vers Israël ces fameux missiles. Oui, mais vous voyez... Allez-y, je vous en prie. Vous voyez aussi qu'il y a des drapeaux du Hezbollah. Et donc, les frappes sont vraiment concentrées sur Israël. Il n'y a rien eu sur les bases américaines. Il y a eu une alerte sur la base du prince sultan, Al-Karj, mais il n'y a rien eu. Donc, il y a vraiment maintenant 2 théâtres, vu d'Iran, 2 théâtres dissociés, les États-Unis et Israël. Donc, on n'est plus dans la même situation que le 28 février. Oui, votre lecture, c'est de dire cette escalade n'est pas forcément synonyme d'une extinction des discussions qui ont toujours lieu, à notre connaissance en tout cas, entre les États-Unis et l'Iran. C'est ce que vous sous-entendez? Alors bien sûr, si ça dégénère, ça cassera tout. Mais c'est mon interprétation actuelle. Valérie, on a vu que le président américain, vous avez vu ces fuites sur le site d'information Axios, qui ont ensuite été confirmées, on a vu qu'il avait appelé Benyamin Netanyahou ne riposte pas. Et la riposte a eu lieu.
faut-il en déduire que le président américain n'a plus ou n'a pas la capacité de fixer des limites au Premier ministre israélien ? Alors, moi je ne crois pas. Je crois que pour Benjamin Netanyahou, l'important c'était de montrer avant les élections qui vont avoir lieu, donc après l'été, qu'il n'est pas vassalisé par Donald Trump. C'est très important pour son électorat. Et la deuxième chose, c'est que Donald Trump nous fait savoir qu'il lui a demandé de retenir. Qu'est-ce qui nous prouve que c'est effectivement ce qui s'est passé lors de la conversation ? Je vous rappelle que la précédente conversation, déjà fuitée par Donald Trump, c'était « t'es complètement cinglé », disait-il à Bibi Netanyahou. Donc, moi je vais être plus prudente. Ouais. Je pense que Donald Trump a tous les moyens de tordre le bras de Benjamin Netanyahou s'il arrête... Ouais. S'il arrête de livrer du matériel militaire à Israël, ça s'arrête immédiatement. Donc en a-t-il la volonté ? Voilà, c'est ce que vous dites. Voilà, je pense qu'il laisse les. D'ailleurs, il le dit dans un de ses posts sur Truth Social. Chacun a tiré en substance ses salves de missiles. Maintenant, revenons à la table de négociation. J'ai vu passer dans les médias israéliens aussi la théorie d'une ruse qui aurait été fomentée en complicité par Donald Trump et Benjamin Netanyahou pour créer l'effet de surprise. Oui, non, mais ceci dit, on peut légitimement se poser la question, et vous faites bien de le faire, parce que à ce stade, la presse américaine dit que l'armée américaine n'a pas participé aux frappes de la nuit, mais qu'elles ont peut-être été coordonnées avec Israël. Donc vous avez à la fois un Trump qui, un peu fanfaron, dit Netanyahou fait exactement ce que je fais. Bon, si c'est le cas, il lui a désobéi. Il y a aussi la possibilité que les Américains, que le Pentagone ait été informé et que les choses aient été coordonnées. Alors Grégory, ça, ce sont des images qui nous parviennent d'Iran. C'est le site de Bandar et Machar. On est donc en Iran et c'est un site pétrochimique avec ce panache de fumée. Ça veut dire que les Israéliens ont ciblé les installations énergétiques du pays ? Oui, alors en tout cas celle-là, il y a une quinzaine de cibles qui ont été frappées cette nuit. Laura le disait tout à l'heure, dans la région de Téhéran, dans la région d'Ispahan et dans la région de Tabriz, tout au nord. Il faut attendre évidemment que la poussière retombe un peu, la poussière de la guerre, pardonnez-moi, l'expression est un peu éculée, mais il va falloir voir effectivement ce qui a été frappé et si ce sont des sites là industriels ou des sites stratégiques. Non, ce qui est surprenant dans l'épisode de la nuit, et on verra s'il est circonscrit dans le temps. Peut-être que après tout, les choses peuvent se calmer assez rapidement, ou peut-être qu'on est au début de quelque chose de majeur. Ce qui est quand même étonnant, c'est la capacité des Iraniens, 101 jours, 3 mois après le déclenchement de la guerre le 28 février, après 2 mois de cessez-le-feu, leur capacité à envoyer un certain nombre de vecteurs et notamment de missiles vers Israël. Ça veut dire qu'ils ont des capacités balistiques encore importantes. Alors Amiral, regardez ces images qui nous sont parvenues hier de Beyrouth, au Liban. Là, les images que vous voyez, ce sont les conséquences de la frappe israélienne, donc dans le sud, la banlieue sud de Beyrouth. On les voit ici sur vos écrans, vous qui regardez LCI. Sachant que les Iraniens avaient clairement dit à plusieurs reprises ces derniers jours, si vous frappez le sud de Beyrouth, eh bien, nous riposterons sur Israël. Les Israéliens l'ont quand même fait. Faut-il en déduire que peut-être certains poursuivent au contraire l'objectif politique de relancer la guerre en Israël ? Alors c'est possible, mais enfin, du côté de l'Iran, il y a la volonté d'associer le dossier libanais aux négociations globales, ce qui n'est pas le cas des Américains. Par contre, Israël veut absolument régler ce problème du Hezbollah en allant jusqu'au bout. Et donc, les deux sont difficiles, les deux objectifs sont divergents, américains et israéliens, et les deux sont difficiles à concilier. Donc ça peut dégénérer. Oui. Ça peut dégénérer dans les heures qui viennent, et nous y reviendrons sur LCI. Nous vous tiendrons, comme à notre habitude, informés minute par minute des évolutions, des derniers développements de ce conflit au Moyen-Orient. On voit bien que la poudrière est peut-être sur le point de trouver son étincelle. Voilà. L'un des points qui me frappe le plus dans ce reportage de LCI, on nous présente le dôme de fer comme une forteresse infaillible. L'amiral de Ville affirme que tous les missiles ont été interceptés. Bien. Allons voir ce que dit la presse spécialisée anglophone. Newsweek, journal américain fondé en 1933, publiait dès juin 2025 une analyse alarmante. Les missiles hypersoniques iraniens de type Fatah Ier représentent, selon leurs propres termes, un défi nouveau et sérieux. Ces engins atteignent des vitesses supérieures à 5 fois la vitesse du son
avec une capacité de manœuvre en vol, ce qui les rend extrêmement difficiles à intercepter, y compris pour les systèmes Arrow. Encore plus précis, le site spécialisé Army Technology confirme que le Fatah 1er est conçu pour pénétrer tout type de bouclier de défense, y compris les systèmes les plus sophistiqués des États-Unis et d'Israël. Ce sont les propres termes de la presse technique anglophone, pas de la propagande iranienne. De plus, Aerospace Global News, spécialisé dans les questions de défense, rappelle en mars 2026 qu'une étude de l'Institut chinois de technologie nucléaire du Nord-Ouest, publiée dans le journal Tactical Missile Technology, conclut que la vitesse, la maniabilité et le profil de vol des armes hypersoniques les rendent particulièrement difficiles à intercepter pour les systèmes de défense américains actuels. Même le très conservateur CSIS, le Centre pour les études stratégiques et internationales de Washington, documente la montée en puissance du programme balistique iranien dans ses publications de mars 2026. Alors, quand l'amiral à l'antenne de LCI dit « Le dôme de fer a fonctionné sans aucune nuance sur la nature des vecteurs utilisés », il omet une réalité documentée par la presse militaire anglophone. Le dôme de fer a été conçu pour intercepter des roquettes de courte portée à faible vitesse subsonique. Il n'a jamais été conçu pour faire face à des missiles hypersoniques à Mach 13 ou 15. L'amiral reconnaît, non sans surprise, que l'Iran conserve des capacités balistiques importantes après 2 mois de cessez-le-feu. Il parle du Khorramshahr 4 comme de l'un des plus puissants missiles iraniens, avec une portée de 2000 à 2500 km, bien. Mais voilà ce que LCI omet complètement. Selon le Centre pour les études stratégiques et internationales, l'Iran a utilisé environ 50 missiles balistiques lors de la guerre de juin 2025, ce qui en a fait le conflit de haute intensité le plus documenté en termes d'utilisation de missiles balistiques depuis la guerre Iran-Irak. Et pourtant, en juin 2026, l'Iran est de retour avec de nouvelles salves. Ce qui démontre une capacité industrielle et de réapprovisionnement que les analystes occidentaux avaient systématiquement sous-estimé. En d'autres termes, l'hypothèse de l'épuisement iranien, sûrement très commode pour les narratifs de LCI, ne tient tout simplement pas face aux données factuelles. C'est, selon moi, le passage le plus révélateur de tout ce reportage. La journaliste Valérie Natav tente de ménager la chèvre et le chou. D'un côté, Trump qui demande à Netanyahou de ne pas riposter, de l'autre, Netanyahou qui veut montrer qu'il n'est pas vassalisé. Une lecture très diplomatique qui évite soigneusement la véritable question géopolitique. La réalité documentée par les médias américains eux-mêmes est autrement plus crue. CNN rapportait dès le 1er juin 2026 que Trump avait eu un échange tendu avec Netanyahou, utilisant des termes grossiers pour exprimer sa désapprobation des opérations israéliennes au Liban. Le Washington Times précise que Trump lui a dit textuellement « Il ne me désobéira pas, je donne les ordres, je donne tous les ordres ». C'est donc la presse américaine elle-même qui documente la fracture entre Washington et Tel Aviv. CNBC rapporte également, lors d'une interview de Netanyahou du 3 juin 2026, que le Premier ministre israélien a refusé de commenter les informations selon lesquelles Trump l'aurait traité de fou furieux lors d'un appel téléphonique. Des désaccords tactiques entre alliés, comme Netanyahou les qualifie pudiquement, voilà à quoi ressemble réellement l'axe Washington-Tel Aviv en ce moment. Et de quoi s'agit-il au fond? D'une chose très simple, les États-Unis cherchent un accord nucléaire avec Téhéran. Israël veut la destruction totale du programme nucléaire iranien et le démantèlement du Hezbollah. Ces deux objectifs sont, comme le reconnaît même l'amiral Deville sur LCI, difficiles à concilier. C'est un euphémisme. Ce sont deux visions stratégiques fondamentalement incompatibles. Le reportage mentionne rapidement les frappes israéliennes sur des sites en Iran, notamment le site pétrochimique de Bandar Imam Khomeini, au sud-ouest du pays. On y voit de la fumée. Puis on passe à autre chose. Ce que LCI ne dit pas, selon le Washington Times, les frappes israéliennes de la nuit du 7 au 8 juin ont visé des cibles dans les régions de Téhéran, d'Ispahan et de Tabriz. L'armée de l'air israélienne a elle-même publié une déclaration indiquant avoir frappé des cibles militaires appartenant au régime terroriste iranien dans l'ouest et le centre du pays.
L'Iran a fermé l'espace aérien autour de l'aéroport international Imam Khomeini de Téhéran suite à ces frappes. Il faut donc mesurer l'ampleur réelle de cet échange. Ce ne sont pas 2 ou 3 missiles tirés en l'air. C'est une frappe israélienne sur le territoire souverain de l'Iran, suivie de représailles iraniennes sur le territoire israélien. C'est du jamais vu depuis le cessez-le-feu d'avril, et LCI en parle comme d'un fait divers régional. Laura Pouget mentionne brièvement un missile tiré depuis le Yémen vers Tel Aviv. C'est tout. Sujet suivant. Permettez-moi d'insister sur ce point car il est stratégiquement fondamental. PBS NewsHour et l'Associated Press confirment tous deux que les Houthis du Yémen ont déclenché des sirènes d'alerte à travers Israël après le lancement d'un missile depuis leur territoire. Ce que cela signifie concrètement, l'Iran ne combat pas seul. Il dispose d'un axe de résistance opérationnelle du Yémen au Liban, capable de frapper simultanément depuis plusieurs directions. C'est la doctrine de la guerre multifront que les analystes militaires documentent depuis des années et qui commence à se matérialiser sous nos yeux. Les États-Unis, de leur côté, ont maintenu leurs forces en état d'alerte maximale. PBS NewsHour cite le commandement central américain qui a publié un message sur X juste avant les lancements iraniens. Les forces américaines au Moyen-Orient restent vigilantes et prêtes. Cela indique que Washington avait sûrement connaissance des intentions iraniennes. Ce qui ouvre une lecture très différente de celle de LCI. Alors, quelle est la lecture de Monde Multipolaire sur ces événements? Premier point, l'Iran démontre à nouveau et de façon incontestable qu'il possède une capacité de dissuasion balistique réelle et non épuisée. Malgré les frappes de l'année dernière, malgré 2 mois de cessez-le-feu, Téhéran dispose toujours d'un arsenal suffisant pour frapper le cœur d'Israël. C'est un fait, documenté par le CSIS, par Newsweek, par l'AP et par le Washington Times. Deuxième point, la relation Trump-Netanyahou est fracturée. Les États-Unis veulent un accord nucléaire. Israël veut une victoire militaire totale. Ces 2 objectifs sont incompatibles. Et la presse américaine elle-même, CNN, CNBC, le Financial Times, documente cette fracture ouvertement. Troisième point, la question de fond n'est pas est-ce que le dôme de fer a tenu? La vraie question est jusqu'où l'Iran est-il prêt à aller? Et quelle est la limite rouge de Trump avise de Netanyahou? Ce sont 2 inconnus que LCI évite soigneusement de poser. Ce que nous voyons en ce moment, c'est la transition multipolaire en action. Un pays du Sud global, l'Iran, tient tête militairement à la première puissance régionale soutenue par la première puissance mondiale. Et il le fait avec ses propres missiles, ses propres technologies, ses propres alliés. C'est pas de la propagande, c'est de la géopolitique. Voilà pour cette réaction complète sur Monde Multipolaire. Si cette analyse vous a apporté une lecture différente de ce que vous entendez sur les chaînes françaises, partagez cette vidéo, commentez, débattez. C'est ça, la force d'une information plurielle dans un monde multipolaire. À très bientôt.